matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Je suis toujours très heureuse de recevoir Frédéric Baldan qui en plus a pris la peine de venir nous retrouver dans nos petits studios d'intérim. On va dire bonjour Frédéric Baldan. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes donc ancien lobbyiste belge radié par les services d'Ursula von der Leyen, premier plaignant contre Ursula von der Leyen. Évidemment, on va revenir sur cette Ursula Gate, auteur de ce livre, Ursula Gate, la compromission par les lobbies, aux éditions Droit et Liberté. Et puis, vous présentez également comme activiste des droits fondamentaux. Mais oui, vous pouvez, parce que les droits fondamentaux, justement, les nôtres, tous les nôtres sont bafoués, notamment sur cette question de la vaccination et puis du droit à savoir aussi. Alors, la dernière fois que nous vous avions quitté, que Tocsin vous a quitté, je rappelle à tous que vous pouvez retrouver cette très belle interview d'André Berkoff auprès de vous. C'était après la plainte, donc après votre plainte en avril 2023 auprès du parquet de Liège pour usurpation de fonctions et de titres. Et le 6 décembre 2024, la Chambre du Conseil de Liège avait examiné l'affaire et finalement avait remis sine die en raison d'un problème de procédure le jugement. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé depuis ? Je vais le faire. Donc, si je peux réagir à ce qui avait été dit avant, oui, si effectivement il y a un complot russo-chinois pour perturber les élections algorithmiquement en Roumanie, votre président a 10 fois plus d'abonnés sur TikTok que Georgescu. Donc, il y a une question à se poser chez vous aussi, je pense alors. D'accord. Si on est dans la même logique. Donc voilà, comme ça sera dit. Mais les questions sont posées. On est d'accord. Mais donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été envoyé de la chambre du Conseil à ce qu'on appelle la chambre des mises en accusation. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, les personnes qu'on a mises en cause acquièrent la qualité d'inculpés, donc sont appelées inculpés par la Cour. Et on a vécu en audience des choses assez surprenantes. Donc, par exemple, Ursula von der Leyen, elle a un avocat qui nous dit que, selon lui, elle a agi dans le cadre de ses fonctions, ce qui est faux. Donc, elle était en dépassement de mandat. On parle toujours des SMS. En des négociant SMS directement avec le PDG de Pfizer du par un canal qui n'est pas officiel. Donc il y a toute une série de problématiques et donc ça a donné lieu à ces SMS que le New York Times voulait obtenir. Et c'est intéressant parce qu'on a eu l'avocat d'Albert Bourla en personne physique. Quand on lui a exposé que Madame détruisait notre droit à la transparence, elle a dit que nous, en fait, on portait atteinte au droit à la vie privée de M. Bourla. Donc je ne sais pas exactement quelle est la nature de leur relation entre Mme von der Leyen et M. Bourla, mais apparemment M. Bourla dit que c'est leur vie privée. Donc voilà, ça c'est au travers de son avocate, on a des témoins pour ça. Donc, en dehors ça commence bien. Voilà, en dehors de ces plaisanteries, si vous voulez, on a eu quand même une énorme pression sur le système judiciaire. On imagine. On a quand même l'avocat d'Ursula von der Leyen qui s'appelle Adrien Massé qui a commis des violations de secret d'instruction pour laquelle apparemment il n'est pas vraiment poursuivi aujourd'hui. Et c'est très évident. Oui. Ouais, il a eu accès à des pièces pendant l'instruction et a priori, il ne devait pas pouvoir y accéder. Et donc, c'est un énorme problème dans la procédure. Et donc, on voit que le juge d'instruction aussi a été entravé. C'est-à-dire que quand on est allé devant la CMA, il y avait une chose qui était intéressante, c'est que le juge d'instruction... Alors, c'est quoi la CMA Pardon, quand on est allé devant la chambre du conseil, désolé, je me suis trompé. Le juge d'instruction, en fait, a refusé d'apparaître durant l'audience. Donc, c'est la première fois dans la carrière de la présidente de la Chambre qu'un juge d'instruction refuse de se présenter. Et donc, en fait, vu qu'ils avaient été entravés, et notamment entravés par ce qu'on appelle le parquet européen, qui dépend de Mme von der Leyen, comme je peux l'expliquer plus tard, le juge a dit, moi, je ne viendrai pas à l'audience. Ça tournait en farce, et de toute façon... Donc, lui, il refuse parce qu'il dit on ne respecte pas finalement la partialité. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'il dit qu'en fait, le parquet qui devrait poser des actes dans le cadre de la procédure ne s'est pas conformé à la loi belge et en fait a refusé de les poser. Et donc c'est un acte volontairement malveillant de la part du parquet européen. Et donc ça avait comme effet de remettre l'affaire sine die. Et donc le juge n'a pas voulu participer à cette farce. On a un procureur européen qui, après l'audience, décrétait qu'il était malade. Donc voilà. Et on a eu, quand on a été envoyé devant la chambre des mises en accusation pour un contrôle général de la légalité de l'instruction, en fait, on a eu aussi un juge qui a participé à l'audience, mais qui n'a pas signé le jugement. Donc, on voit quand même que on a des petits facteurs comme ça qui sont intéressants, et on arrive en fait à un jugement de la CMA. Donc, cours de mise en accusation. Voilà, chambre de mise en accusation. On est là parce que le PPO, en fait, donc le parquet européen,
il y a une enquête de police en fait dans cette affaire, avec un rapport qui fait à peu près 1000 pages. Dès que le PPO a compris que nous avions accès à ce document et qu'il incriminait Mme von der Leyen, en fait, ils ont tout fait pour entraver cette procédure et l'annuler. Et donc, ça a amené eux qui... Vous voulez dire qu'on a un dit parquet européen, parce que vous pouvez se préciser après, qui ne travaille pas vraiment, qui n'enquête pas vraiment comme il le faudrait contre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. C'est très, très étonnant, ça. Alors, on peut aller directement dans son problème d'impartialité avant que je commente le jugement. En fait, le PPO, son budget de poursuite est accordé par la commission de Mme von der Leyen. Son infrastructure informatique est confiée par la commission de Mme von der Leyen. Mme von der Leyen, elle a un pouvoir de faire révoquer le procureur en chef. Donc on voit bien qu'il n'y a absolument pas de levier de pression. Et en plus, le PPO n'est pas... Mais il n'y a aucune indépendance, en fait. Non, il n'y en a absolument pas. Donc c'est même quasiment unanimement reconnu. C'est juste le PPO qui dit haut et fort, je suis indépendant. On est censé avoir une apparence de séparation des pouvoirs, quand même. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, entre le juge et pour vous dire, et en Belgique, c'est même quelque chose de fantastique, c'est qu'on a un système dans lequel, dans mon souvenir, c'est pas tout à fait défini par la loi, mais les procureurs peuvent parfois participer au délibéré des juges. Donc ça veut dire que nous, on ne peut pas en tant que partie. Eux sont censés représenter le ministère public, donc ils sont partis à la cause, et ils peuvent quand même être présents. Et donc on a une chambre de mise en accusation qui a suivi d'une manière assez violente les demandes du parquet européen, d'accord, de mettre fin à cette procédure. Et donc ils sont arrivés à des conclusions qui sont très violentes pour nous, qui est d'abord, la corruption ne me préjudicie pas à titre personnel, d'accord, parce que éventuellement elle impacte les finances publiques. C'est pour votre intérêt à agir. Voilà, dans mon intérêt à agir. Donc en fait, c'est un préjudice pour l'État, mais pas pour moi en tant que citoyen. Donc ça veut dire que l'argent de l'État n'est pas le mien. Donc en fait, on ne sait pas poursuivre la corruption. Et je rappelle que le parquet ne s'attache pas à la poursuivre. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au final, c'est comme si la corruption était devenue légale, parce que si le parquet ne la poursuit pas et que les citoyens n'ont pas le droit de la faire poursuivre... Elle ne cause de préjudice à personne. Voilà, donc c'est assez rigolo d'entendre ça. Ça veut vraiment dire que selon les magistrats... Vous avez écrit noir sur blanc. Oui, donc là, en fait, dans l'intérêt à agir, c'est assez évident. Et l'autre fait choquant, c'est la destruction des droits fondamentaux par les deux juges qui ont signé ce jugement honteux. C'est que en fait, pardon, juste le jugement, il date de quelle date? Alors c'est le 20 janvier, rendu le 20 janvier, et c'était la séance du 6 janvier. D'accord. Et donc en réalité, les juges arrivent quand même à écrire que la violation d'un droit, fût-il fondamental, n'a pas pour corollaire d'occasionner un dommage à celui qui le réclame. Si. En fait, il y a une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, dont on parlait tout à l'heure. En fait, la CEDH dit que si on viole les droits fondamentaux de quelqu'un, il y a une présomption de dommage automatique. Pourquoi ? Parce que sinon, le droit fondamental, il n'est pas garanti, il n'existe pas. Et alors, on avait déjà eu ce problème une fois au niveau de la Cour européenne de justice, la CJUE à Luxembourg. On était intervenu auprès du juge qui nous avait mal jugé en utilisant le même faux argument. On l'a filmé dans une intervention publique, 2 semaines après son jugement, et publiquement, il a reconnu qu'effectivement, la violation des droits fondamentaux, la CEDH le rappelle régulièrement aux États membres, elle a pour effet d'occasionner un préjudice automatique. Donc là, on a quelque chose qui est assez surprenant, c'est-à-dire un jugement qui est en tout cas malhonnête par rapport aux droits fondamentaux. Donc c'est quelque chose... en fait, pardon, mais il tord complètement le texte. Les textes pour arriver à leur fin, mais on ne peut pas dire que vous n'avez pas d'intérêt à agir sur la corruption, ça ne tient pas la route, ou alors que le fait que le droit fondamental soit violé ne soit pas une atteinte à votre propre droit fondamental. J'ai l'impression qu'on marche sur la tête, en fait. En tout cas, pour moi, ça a pour effet la destruction de l'état de droit et la destruction des droits fondamentaux. Oui. Et c'est symptomatique, en fait, du changement de régime dans lequel on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est passé, selon moi, il y a souvent cette confusion en France et dans les médias, entre l'Union européenne, qui était une volonté de... même s'il y a beaucoup de choses à dire sur comment ça a été fait, les traités, donc je ne suis pas naïf non plus, mais ça traduit une volonté commune qui est restée dans l'imaginaire collectif de volonté de paix et de prospérité, d'union dans la différence. Donc c'est quelque chose qui était louable et qui est plutôt accepté par les Européens, à un nouveau régime qui est complètement l'opposé. Oui. Et toutes les valeurs qui étaient celles normalement vendues avec l'Union européenne. La Roumanie. Alors par exemple, pour donner un exemple, Ursula von der Leyen, en matière par exemple de séparation des pouvoirs, quelques jours avant le délibéré du juge, ils annoncent publiquement, alors que c'est pas une obligation de l'annoncer aussi longtemps à l'avance, qu'au mois de mai, elle recevra un Karlspreis, donc c'est le prix d'une fondation qui n'est pas déclarée comme lobby et qui a le roi des Belges comme parrain.
Alors, je sais pas si vous imaginez que les juges, ils ont fait un serment de fidélité au roi. Oui. Et donc, c'est quand même incroyable. 4 jours avant le rendu du jugement, elle reçoit un prix précisément pour les faits qui sont en jugement. D'accord ? Et donc, on voit bien que le fait de ne jamais l'avoir suspendue, alors qu'elle devrait être suspendue depuis le jour où elle a refusé de donner ses SMS ou même les contrats de Pfizer, ça a posé un énorme problème en matière d'indépendance des pouvoirs. Et donc, en fait, elle a utilisé ses fonctions pour interférer avec les poursuites judiciaires. Oui. Donc, c'est cette situation-là qu'on a connue avec elle, et à de multiples reprises. Et elle est même arrivée à aller, pour son second mandat, qu'elle n'aurait jamais dû pouvoir faire, à la CJUE, prêter serment. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez que le 15 novembre, à la CJUE, il y a le procès du Times contre la Commission européenne, qui est très intéressant, mais qui porte sur la violation, en fait, ou la destruction du droit de transparence par Ursula von der Leyen, sa commission. Ursula von der Leyen, plus tard, elle est comme arrivée, alors que la Cour n'a pas statué, elle est toujours en délibéré. C'était une grande chambre, donc ce sont tous les juges de la CJUE. Elle vient prêter serment en disant je jure, en gros, de défendre et d'appliquer la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc les mêmes juges qui sont en train de la juger pour une violation du droit à la transparence acceptent qu'elle prête serment en disant je jure de défendre la Charte. Oui. Donc il y a un côté un peu... à la fin, ça devient pathétique donc, de voir ce genre de scène. Quand on est informé et qu'on sait faire le contraste, on se dit mais... Alors, moi, ma question finalement, parce que là on voit, je vais faire un résumé parce que je suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde. On a Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a, je remonte un peu les faits, donc négocié en direct par SMS, vous l'avez rappelé, ce n'est pas la bonne voie, etc. Normalement, ça se fait dans un cadre avec des formalités et d'ailleurs des archives. Ouais. Donc elle négocie avec Albert Bourla, le patron de Pfizer, la vente, le prix, etc. des vaccins Pfizer. Et donc après coup, on a maintenant les effets indésirables qu'on connaît, même s'ils sont chez nous en France pas assez reconnus, mais malgré tout on le voit que ça commence à être bien connu un peu partout dans le monde et notamment aux États-Unis. On a ces effets indésirables et puis même une corruption dans le sens d'une personne qui traite alors qu'elle ne devrait pas le faire comme ça par SMS, etc. D'ailleurs, c'était même pas sa capacité, c'était même pas dans ses capacités que de faire cette négociation. Bref, vous portez plainte sur tous ces sujets. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est qu'elle garde encore les pleins pouvoirs et qu'on a l'impression que différentes cours, par différents recours, sont toutes empêchées ou peu volontaires, je ne sais pas, de faire un travail de justice, qu'aucune séparation des pouvoirs n'est acceptée, puis alors qu'on tord complètement la loi et l'esprit de la loi, en expliquant qu'il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de préjudice. Est-ce qu'il y a une corruption ? Le pire, c'est qu'elle est fonctionnaire, elle était mise en cause pénalement. Je rappelle qu'on était 1000, il y avait des États membres qui la poursuivaient avec nous. Oui. Et donc, en fait, théoriquement, qu'est-ce qui se passe ? C'est dans le code de bonne conduite des commissaires européens, il y a beaucoup d'outils pour le faire. Elle devait être suspendue de ses fonctions. Elle n'était pas politicienne élue, elle était fonctionnaire de la commission. Et donc là, il y a déjà une énorme anomalie dans la violation des traités, le fait qu'on accepte ça. Mais qui ne l'a pas fait ? À quel moment ça a capoté ? Il y a pas mal de monde. Donc nous, on a saisi quasiment tout le monde. On a saisi le Conseil, donc c'est-à-dire les chefs d'État. Moi, je l'ai cité à comparaître devant le tribunal de Bruxelles pour faire interdiction à sa candidature. On a des procédures farfelues pour donner une idée d'état de droit. Donc normalement, je dois être protégé par la directive lanceur d'alerte. Et donc, comment on protège les lanceurs d'alerte ? On retourne la présomption, la charte de la preuve, dans les mesures de représailles. Donc, en fait, j'ai accusé la partie adverse de m'avoir occasionné une représaille. Et en fait, normalement, je ne dois pas le prouver. C'est à eux de prouver que ce n'est pas une représaille. Donc, je cite le parti de Mme von der Leyen devant les tribunaux de Bruxelles. Il ne se présente pas et il ne constitue pas d'avocat à l'audience. Mon avocate, Diane Prota, fait 1h30 de plaidoyer de plaidoirie devant absolument personne. En se disant la charge de la preuve, ils ne viennent pas. On a plaidé contre eux, donc voilà, ça doit être bien. Et la juge a l'air convaincue. Et on finit avec un jugement qui est lunaire, qui me condamne face à eux, d'accord, qui fait comme si la directive lanceur d'alerte n'existait pas, et qui va chercher pour défendre la partie adverse des éléments qui n'ont pas été mis en débat lors de l'audience. Donc en fait, la juge a fait l'avocate de la partie adverse qui n'est pas venue.
Alors que normalement, la règle, c'est plutôt vous venez pas au procès, vous perdez. Hein. Bah, évidemment. Et puis après, vous ferez un appel pour vous défendre. Et ben là, donc là, on a eu quand même des décisions qui étaient complètement lunaires. Mais en fait, on est même plus dans une mascarade de droit ou de justice, on ne défend même pas l'apparence. Oui, alors c'est un peu ce que j'explique maintenant. Hein, c'est-à-dire, en fait, c'est un Truman Show. Donc moi, ce que je voulais, c'est pas de dire qu'il y a un problème d'état de droit, parce que tout le monde peut le réclamer. C'est de démontrer qu'il y a un problème d'état de droit. C'est-à-dire qu'on a essayé toutes les procédures possibles et imaginables, et il y a eu de l'interférence et de l'obstruction à tous les niveaux. Et donc là, on peut montrer en fait qu'il y a un problème de démocratie et d'apparence de démocratie qui ont fini par disparaître. Oui. Mais on a quand même quelque chose de positif avec cette affaire. D'abord, ça ne nous empêche pas de faire... Il y a des alternatives en matière d'action judiciaire. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas planté, fini. Alors, c'est quoi l'alternative? Alors, je peux peut-être essayer. Je verrai bien tout à l'heure. Mais il y a une autre chose, c'est qu'en tant que, on va dire, action militante ou action de lobbying, on est gagnant. Pourquoi? Parce que Pfizer maintenait un secret depuis des années. D'accord? Ce secret, c'est les contrats de Pfizer. Les députés européens ne les ont pas obtenus, les journalistes ne les ont pas obtenus, les citoyens ne les ont pas obtenus, les gens qui en ont besoin éventuellement pour leur dossier médical pour accéder à l'information sur le produit ne l'ont pas obtenu. Donc il y a vraiment un scandale en matière de destruction du droit de transparence. Et donc là, on a vraiment fait sauter Pfizer en l'air parce que dans le cadre de la procédure, on est parvenu à obtenir ces contrats. Et vu que, comme vous l'avez rappelé, en fait, j'ai quand même fait pas mal de militantisme pour les droits fondamentaux et avec une attache particulière sur la lutte contre la corruption et pour la transparence. Et en fait, je connais très bien le droit à la transparence. Et il se fait que quand je vois le refus de la Commission européenne de fournir le document intégral, et en fait, on voit que ils ont censuré ce document. On s'est démontré aujourd'hui que la censure est abusive. Ça veut dire que pour faire une transmission partielle comme celle-là, un document censuré, il faut qu'il y ait en fait, vu qu'il y a un droit fondamental, il faut que l'atteinte à ce droit soit légitime, proportionnée, strictement nécessaire. Donc il faut qu'il y ait un motif d'exception légale pour pouvoir censurer. Et là, en fait, quand on compare les deux documents, on se rend compte que d'abord, il n'y a pas d'exception légale, donc c'est bien une censure arbitraire, et en Belgique, c'est une prévention pénale dans le chef d'un fonctionnaire de retenir ces documents. Mais en plus de ça, il y a des éléments choquants dans ce contrat. Donc ça veut dire que il nous permet aujourd'hui de démontrer que quand l'Union européenne, enfin les institutions européennes et des États européens ont imposé ce qu'ils ont appelé le pass sanitaire en France, le Covid Safety Kit en Belgique, ce qui en fait est une volonté commune poussée par des lobbies à Bruxelles, et Mme von der Leyen en a été la complice parce qu'elle a même été lobbyiste pour certains lobbies, hein, ils ont mis en place ce système qui est ce qu'on se fait de l'image du crédit social chinois, hein, donc on ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, mais en tout cas, c'est, dans notre imaginaire collectif, c'est un peu la même chose. C'est un outil qui sert en fait à frustrer les individus et à les conditionner socialement. Et ce dispositif, en fait, il est contraire aux droits fondamentaux. Oui. Il est contraire à toutes les valeurs de l'Union européenne. Et il a été mis en place, encore une fois, pas de manière légitime, proportionnée, strictement nécessaire, dans le but de protéger la santé des gens. Non, ils savent depuis le début, si on compare ce contrat qu'ils ne voulaient pas montrer et ce texte sur le QR code, qu'en fait, ça a toujours été arbitraire et disproportionné. Donc ils ont bien volontairement et intentionnellement violé nos droits. Pourquoi? Pour maximiser l'intérêt financier de Pfizer. Et donc ça nous amène à plusieurs conclusions, qui est, par exemple, le contrat censuré. Pfizer, c'est une entreprise cotée et elle a dissimulé pour les investisseurs et aussi pour la SEC, donc l'autorité de protection des marchés américaine, le contenu de son contrat. Mais si je vous avais dit le produit en fait n'est pas antipandémique, c'est quand même un problème sur les marchés financiers, parce que les effets d'annonce disant Pfizer a trouvé la solution, c'est génial, on va mettre fin à la pandémie, et en fait, ça stimule les marchés financiers qui investissent dans l'action de Pfizer, donc on voit son cours de bourse qui monte. Et en fait, au final, dans le contrat, dans la partie censurée, ben on peut découvrir que c'est un mensonge. Et donc là, on a un énorme problème d'escroquerie, de complicité d'escroquerie. C'est-à-dire qu'ils le savaient depuis le début. Voilà, et en fait, les journalistes, normalement, dans mon pays, je suis allé voir, parce que vu que maintenant je les aime bien, je suis allé voir et vu que c'est pas vraiment la charte de Munich qui les contraint, mais un code d'éthique, je suis allé voir, normalement, ils ne peuvent pas accepter de se faire opposer à un refus de transmission de documents par le gouvernement. Moi, je me demande parmi eux, combien ont essayé d'obtenir ces contrats? Combien sont battus quand le gouvernement n'a pas voulu les obtenir? Et en fait, s'ils avaient obtenu ce document qui est factuel, hein, c'est une base factuelle incontestable, ils auraient pu comprendre qu'en fait, des revendications d'une partie de la population étaient parfaitement légitimes et que le gouvernement était illégitime. Mais ils ne se sont pas attachés à le faire. Et en plus, ils ont normalement l'obligation de ne pas participer aux fraudes boursières. Or, en faisant des articles en masse,
en plus parfois en collaborant avec des lobbies, en le sachant ou en ne le sachant pas, à des campagnes de lobbying. Je pense à Pfizer et l'entreprise Hill Knowlton qui a fait vraiment une campagne d'influence pour dire Pfizer c'est la science, le vaccin c'est le miracle. Et, en fait, ils ont vraiment trompé la population. Et avec à la fois l'endoctrinement par le mensonge et la propagande, et à la fois la contrainte sociale par le QR code, ils ont maximisé le chiffre d'affaires de Pfizer. Ouais. Donc c'est là qu'on arrive aujourd'hui. Et donc, on a un vrai problème qui sort de cette affaire, qui est la question du parquet européen. Oui. Donc, en fait, ça n'existe pas déjà, le parquet européen. C'est une coopération renforcée entre États dans le but de créer un parquet européen. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis le nom final à cette agence, qui est parquet européen. Et vu que personne mais qui le juge alors là-dedans ? Alors, ce ne sont pas des juges, ce sont des procureurs. Donc, normalement, ils représentent théoriquement un ministère public, mais eux sont chargés de ministère défendre... public européen. Mais alors même pas, ça n'existe pas. Donc eux, leur but normalement, c'est de poursuivre dans les États membres les atteintes aux intérêts financiers de l'Union européenne. D'accord ? Nous, dans notre cas, Ursula von der Leyen a mis en public qu'il n'y avait pas d'argent de l'Union européenne dans le 3e contrat qu'on vise dans la plainte. Il y a un État membre qui a rappelé en audience que c'était bien leur argent. Je vais comme le dire, c'est l'argent de la Pologne, parce qu'il y a 2 États membres. Et l'avocat est d'accord de dire, voilà, c'est nous qui payons. Donc, il n'y a pas une atteinte au budget de l'Union, mais des États membres. Donc, le parquet européen n'a jamais rien eu à faire dans cette procédure. Ils se sont immiscés pour dégager notre procureur national et en fait, pour entraver la procédure. Dingue. Et quand on regarde qui dirige ce parquet européen, donc pour vous dire, nous, on a essayé de les rencontrer. Donc, la première fois que je suis allé à Bruxelles avec Yann Prota pour essayer de voir qui c'était et comment on pouvait accéder aux dossiers qu'ils détiennent. Il faut savoir qu'ils détiennent un dossier secret. Normalement, ils ont une obligation de coopération loyale. Ils auraient dû en donner connaissance aux parties, aux juges. Ils ont refusé de le faire. Alors, je peux vous dire déjà pourquoi. Parce que, notamment, ils ont enquêté sur le mari d'Ursula von der Leyen sans la suspendre. Donc, c'est un peu gênant de pouvoir l'admettre en public. Donc ça, un jour, il faudra quand même qu'on crève l'abcès et qu'ils finissent par le dire. Et donc, ce parquet, quand on a essayé d'accéder à son dossier, la première fois, ils m'ont envoyé la police pour me faire arrêter avec Yann Prota. D'accord ? La police a fini par constater que c'est eux qui commettaient une infraction en refusant d'accepter nos demandes d'accès au dossier. Après, on a essayé de les rencontrer à Luxembourg, parce que c'est là qu'il y a le chef du parquet européen. Ils nous ont envoyé 8 gardes de sécurité pour nous empêcher de faire une demande d'accès à leur dossier. Il faut quand même se rendre compte du niveau de nervosité qu'ils ont, et c'est normal, parce qu'ils ont des choses à cacher. Et donc, on regarde qui est le procureur en chef. Donc, je rappelle qu'il y a une dépendance très forte avec la Commission européenne. Ouais. C'est une Roumaine, donc voilà, qui... de ce qu'on peut voir en Roumanie, a en fait une technique de collaboration avec le SRI, donc c'est le service de renseignement qui est intervenu dans le fait de faire barrage en fait à la candidature de Georgescu. Elle collabore avec pour faire quoi ? Pour avoir du renseignement sur les politiques et les hommes d'affaires et pouvoir exercer des pressions sur eux. Donc c'est quelque chose qui lui a été reproché en Roumanie par tout un nombre de tiers. Et elle a fait l'objet d'un contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. Donc, comme procureur, c'est quand même pas mal. Interdiction de parler de ses affaires. Sur quels faits ? Sur des faits qui portaient sur de faux témoignages en tant que procureur, d'accord ? Des abus de pouvoir en tant que procureur et une présumée corruption. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été évacuée de Roumanie pour devenir la procureure en chef de l'EPPO. Elle était accusée de quoi ? Elle était accusée dans le cadre de quel dossier en Roumanie ? Microsoft, qui est un lobby majeur en tout cas dans les intérêts de Bill Gates, un lobby majeur dans la crise Covid, et EADS, qui est un intérêt en matière de défense. Donc on voit qu'il y a des connexions qui peuvent être intéressantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que c'est un peu le même profil que Ursula von der Leyen. C'est-à-dire que c'est exactement le mode opératoire, c'est elle crée des scandales dans son pays, on l'exfiltre, on l'envoie au niveau européen. Comme Ursula, qui avait un problème d'SMS en Allemagne avec des commandes farfelues. Elle est arrivée à l'Union européenne et les deux reproduisent. C'est une très bonne remarque parce que Laura Kövesi, en fait, dans notre dossier, donc la Roumaine qui est chef du parquet européen, c'est très intéressant parce que elle a été auditionnée par le Parlement européen. Parce que vu qu'elle a un pouvoir important, il faut faire un contrôle parlementaire de son action. Et donc, on s'est rendu compte de quoi ? C'est qu'en audition filmée devant le Parlement, quand les parlementaires lui demandent mais où en êtes-vous dans cette affaire de Mme von der Leyen et de Pfizer ? Est-ce que vous avez des suspects ? Ils sont intervenus dans notre dossier, ils ont accès au même rapport de police que nous pouvons lire, et ils disent « Nous n'avons aucun suspect dans cette affaire ». Donc c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire que le dossier porte le nom de Mme von der Leyen, d'accord ? On a un rapport de 1000 pages qui nous explique quand même que des infractions ont été probablement commises.
Et donc à ce moment-là, c'est vraiment intéressant parce que on a un procureur qui se remet à faire ce qu'on lui reproche en Roumanie, ça veut dire de faux témoignages et un abus de pouvoir en s'immisçant dans notre dossier alors que ce n'était pas un dossier européen. Donc c'est ces mêmes personnes qui sont très problématiques aujourd'hui. Et alors ça devient un peu embêtant parce que normalement, Madame Kövesi, on ne sait pas tout à fait si ça a été bien pensé en matière de règlement, mais elle devrait pouvoir réclamer la suspension de Madame von der Leyen et elle s'abstient même d'informer officiellement les institutions qu'elle mène une enquête. Ouais. D'accord, faut voir jusqu'où ils vont pour ne pas faire pas ce qui doit être l'image, fait, oui, donc oui. pour protéger Madame von der Leyen en fait. Et Madame von der Leyen pourrait aussi faire révoquer Madame Kövesi. Et on voit bien que les deux, en fait, en se tenant et en étant solidaires, faire ce qu'on appelle en Belgique de la coalition de fonctionnaires, qui est une infraction, elles se protègent mutuellement. Et donc on a bien des gens qui répètent tout le temps un mode opératoire qui est tout le temps le même. Et donc tout ça, c'est pas une conduite qui tend à défendre l'intérêt commun et le bien commun. Donc on a vraiment un problème institutionnel qui est devenu très grave. Et donc la Commission essaie de faire quoi aujourd'hui ? Elle essaie de capter tous les pouvoirs. Elle essaie de capter le pouvoir de la justice. Elle essaie de capter le pouvoir de l'armée. C'est vraiment gravissime. Ça veut dire que c'est tout concentré dans les mains de Madame von der Leyen. Donc là, si on ne voit pas qu'on a un problème auquel on doit vraiment s'attacher... Et Madame von der Leyen qu'on ne peut pas rebagner, je veux dire qu'on ne peut pas bouger de son sac parce que justement, quand les contre-pouvoirs fonctionnent, on peut avoir des parlementaires qui peuvent renverser le pouvoir, on peut avoir une justice qui fonctionne, mais là on voit qu'il n'y a rien de tout ça en fait. Ah, mais en fait, même sa candidature était incompatible avec les traités, elle était poursuivie par 2 États membres. Oui. Et il est dit dans les traités que les commissaires sont choisis parmi ceux qui sont le plus à même de représenter ou défendre l'intérêt de l'Union, donc des États membres. Mais elle est la seule à être poursuivie pénalement par 2 États membres. Oui. Comment est-ce qu'on n'a pas trouvé un autre candidat qu'elle ? Et en fait, elle a des soutiens qui sont le lobby d'armement, parce que les gens ont découvert MSC, donc la conférence de Munich, avec J.D. Vance. Mais dans le livre que j'ai écrit sur elle, j'ai expliqué qu'en fait, elle avait des ramifications, notamment au niveau d'MSC et du World Economic Forum. Donc, elle a été lobbyiste pour les deux entités. Et donc, ça représente le lobby d'armement, le lobby pharmaceutique, le lobby de la tech. Quand je dis le lobby, c'est pour essayer de rendre ça accessible. En fait, c'est une galaxie à chaque fois d'entreprises qui ont des intérêts communs en fonction de la nature de leur profil. Donc, c'est plutôt des industries. Et donc là, on a un problème qui est, elle n'est pas capable d'être indépendante vis-à-vis de ces lobbies. Oui. Donc, on a vraiment un souci qui est grave au niveau institutionnel. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution. Et même les textes qui prévoient un garde-fou ne sont plus mis en œuvre. Rien n'est respecté. Donc c'est pas une question de qualité législative. Donc on a quand même on a des textes qui pourraient fonctionner. C'est qu'on les applique pas. Dans l'application. On les applique pas. Donc là vraiment on est. Et après ça m'amuse beaucoup ce qui se passe parce que quand même après en miroir on va aller critiquer d'autres pays où on va dire ce qu'on va dire sur Kalin Georgescu. Mais commençons par être nous-mêmes. Je peux redonner un exemple marrant qui est dans Madame von der Leyen. Elle a voulu, je l'avais pointé du doigt parce qu'il est belge dans la compromission par les lobbies, dont Ursula Gates. C'est que Madame von der Leyen, elle a voulu engager un baron belge qui s'appelle Peter Piot, qui en fait, pendant son mandat, était payé par la fondation Bill et Melinda Gates. D'accord ? Donc, et il signe une déclaration en disant, mais oui, je suis indépendant. C'est une blague. C'est-à-dire que moi, il m'a fallu à peu près 10 minutes pour comprendre qu'il avait un financement de la fondation Bill et Melinda Gates. Donc, c'est un conflit d'intérêts majeur, vu les intérêts de la fondation dans le cadre de cette crise. Et en fait, il était en même temps lobbyiste pour un lobby qui s'appelle CEPI. Et le but de CEPI, c'est de faire quoi ? C'est de maximiser en fait les profits des industriels en faisant sauter les cadres réglementaires qui freinent la mise sur le marché des produits comme les vaccins. Et donc, ils voulaient faire des vaccins en 100 jours, d'accord ? Et les mettre directement sur le marché. Et on voit qu'en fait, c'est impossible d'avoir des produits de qualité, d'accord ? Et donc, en fait, ils ont voulu déréglementer ce marché. Et donc, comment ils l'ont fait ? Pour ne plus avoir les problèmes qu'ils ont connus avec Ursula von der Leyen, ils ont créé l'agence HERA. Et en fait, c'est intéressant parce que l'agence HERA, c'est celle qui a acheté les 146 millions de doses à Moderna, celle qui choque tout le monde parce qu'en fait, elles ne serviront à rien. Donc, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Dans une opacité totale parce qu'en fait, cette agence dépend de la commission, on ne sait plus vraiment bien la contrôler. Et c'est devenu intéressant parce que dans le cadre des SMS échangés entre Madame von der Leyen et Albert Bourla, la Commission européenne a prétendu devant la CJUE, à peu près sans honte, d'abord qu'ils n'allaient pas reconnaître qu'ils existaient, mais ils n'allaient pas reconnaître non plus qu'ils n'existaient pas.
D'accord. Donc, comme ça, c'est devenu français, c'est du en même temps. Hein, donc, ils existent et ils n'existent pas, on ne sait pas. Et donc, l'avocat de la commission dit, ben oui, mon client, la commission, qui n'a pas d'ailleurs pas daigné se présenter, il a cherché ces messages. Et puis il explique, oui, mais le secrétariat général a demandé au cabinet de Mme von der Leyen. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, le cabinet n'a pas accès au téléphone de Mme von der Leyen. Donc, en fait, il n'y a que Mme von der Leyen qui a accès à son téléphone. Et on leur demande, mais quel type de recherches ont été effectuées sur des ordinateurs, sur des applications, dans les boîtes mail? Qu'est-ce qui a été effectué? Alors, l'avocat n'en sait rien, mais il dit qu'on a cherché intensivement, à plusieurs reprises. Donc, c'est assez amusant de voir qu'après 3 ans de procédure, c'est la seule réponse de la commission. On creuse, mais on ne sait pas trop comment, mais on creuse. Ils ont inventé en fait une théorie du droit administratif qui est de dire ce sont des short-lived messages. Donc en fait, c'est des messages qui n'ont pas d'importance. C'est une notion qui n'existe pas en droit administratif. Donc en fait, les documents publics sont publics, on les archive. Voilà. Parce que l'intérêt qu'on peut avoir pour ce document, il peut changer au fil du temps. Donc il peut avoir l'air inintéressant un jour et devenir intéressant le lendemain. Donc c'est pour ça qu'on archive tout. Mais eux nous disent, en fait, on a décentralisé la transparence. D'accord. Donc chacun est responsable de sa transparence. Et si Madame von der Leyen avait estimé qu'ils étaient importants, elle les aurait archivés. Donc il faut quand même comprendre qu'on est chez les fous. D'ailleurs, chez Pfizer, ils les ont archivés. Oui, parce que, pardon, mais encore une fois, pour ceux qui ont raté le début de la conversation, on parle de SMS qui ont permis de négocier. C'est des contrats à combien vous alors, le contrat que nous on visait, c'était 35 milliards d'euros. Voilà, 35 milliards d'euros. Donc, pas une seule seconde, une personne peut se dire c'est pas important. Voilà. Et en plus, comprendre la matérialité, c'est intéressant parce que on dit SMS, mais en fait, ce sont des messages électroniques. Et s'ils ont utilisé, par exemple, Signal, WhatsApp, avec la programmation d'une destruction automatique, c'est déjà intéressant en soi. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'échapper au système d'enregistrement. Mais en plus, la Commission européenne, je pense, n'a pas signé ou donné un mandat à Mme von der Leyen pour accepter les conditions d'utilisation de cette application. D'accord. Et donc en fait, c'est pas un moyen de communication officiel. Donc ça veut dire que quand elle l'utilise pour parler à Monsieur Bourla, si c'est bien ce qu'elle a fait, non, ce qu'elle peut pas être couverte par une immunité et elle est en dehors du cadre de son mandat. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir. Mais bon, moi je veux bien ne pas être contraire. Donc moi s'il m'explique qu'il y a des short-lived messages, très bien. Mais dans le cas de l'agence ERA, du lobbyiste de la fondation Bill et Melinda Gates engagé par Madame von der Leyen comme expert indépendant, d'accord. Moi, j'ai la preuve matérielle qu'ils ont échangé des messages qui peuvent être qualifiés d'importants. Et pour ça, j'ai des documents qui prouvent que ces messages existent. Quand je les demande à la Commission européenne, pour le moment, ils ne sont pas capables de me les trouver. Ah oui. Eux aussi, ils ont été mis en short. Et donc ça veut très bien dire, en fait, que qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils veulent gouverner par téléphone et par application, en dehors des canaux officiels, et que plus personne ne puisse contrôler l'action publique. C'est incroyable. Mais donc, c'est encore une fois la fin de la démocratie par l'opacité. Non, mais là, c'est tout ce que vous nous racontez est monstrueux. Hein. C'est quelque chose d'assez choquant. Et donc, moi, ce qui m'étonne quand même au niveau de la presse, c'est que leur volonté de faire la lumière sur ces choses qui sont quand même évidentes à un moment donné, de faire de l'investigation et de juste relater ces faits qui sont vraiment horriblement choquants. Enfin, quand on voit Mme von der Leyen, elle donne pas d'interview libre à la presse. Les gens ont une représentation d'elle qui est en fait le reflet de la mise en scène avec les effets de cinéma des médias. Oui, mais en fait, personne ne la connaît. Acceptée par les médias. Personne ne la connaît vraiment. On connaît pas vraiment son passé. Il y a vraiment des choses à aller dire. Et donc ni trop son mari. Il y a aussi des choses à dire. Oui, tout à fait. Donc voilà, moi pour vous dire, maintenant, ça a commencé à vraiment m'intéresser parce que je me suis même rendu dans sa ville natale quand on m'a expliqué que elle avait une pneumonie. Préparer une biographie. Voilà, non, c'est presque biographique dans le livre. Donc, mais en fait, c'est intéressant parce que on nous a expliqué qu'elle a une pneumonie grave, pas grave. Elle pouvait continuer à travailler, mais en même temps, elle était à l'hôpital. Donc, c'est devenu complètement incohérent. Et l'élément à noter dans les médias, quand elle a eu sa soi-disant pneumonie, c'est que ça l'empêchait de prendre l'avion. Et donc, on a très bien compris que c'est parce qu'elle n'était pas invitée à la Maison-Blanche, vu qu'elle a d'énormes problèmes d'ego. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs servi de fil conducteur dans le livre. Comment j'ai identifié les lobbies qui sont derrière Mme von der Leyen. J'ai regardé toutes les récompenses qu'elle a obtenues. Et donc, en fait, on regarde qui paye ces récompenses, qui organise les campagnes de presse, et on retombe sur les lobbies qu'elle a avantagés dans la crise. Donc, c'est assez simple à faire. Et donc, elle est tellement voyante, elle a tellement un problème d'ego qu'à la limite, elle nous a facilité le travail pour comprendre ce qui s'était passé. Donc, c'est plutôt intéressant. Vous croyez qu'elle boudait, en fait? Elle boudait parce qu'elle n'avait pas été invitée à l'anniversaire. Alors, elle a dû être dans un état psychodépressif parce que, d'abord, on m'a expliqué qu'elle était chez elle près d'Hanovre. J'étais pas très satisfait de son adresse légale à Bruxelles, parce que je vous rappelle quand même que
après son scandale de SMS en Allemagne, elle déménage. C'est la première à se créer un appartement dans la Commission européenne et de s'y domicilier. Alors, je ne sais même pas comment ça peut être légal, hein, mais c'est très intéressant parce que, en fait, vu que son appartement est au milieu de la Commission européenne, la police ne sait pas la perquisitionner. Donc, vous avez vu que Didier Reynders, quand le commissaire à la justice qui était belge, quand il a, en fait, on l'a perquisitionné dans une affaire de blanchiment d'argent. Madame von der Leyen, c'est impossible parce qu'il faudrait que la police traverse la Commission européenne. Et donc, elle a fait ça. Exactement. Donc, et c'est bien intentionnel, parce que c'est juste en plein milieu de son affaire allemande. Et donc, ça veut dire qu'elle a prémédité le fait de réitérer ce genre de processus qui, au fait, sont un mode opératoire criminel à la fin. Donc, il n'y a plus beaucoup de doutes. Et donc, Madame von der Leyen, vu que je n'étais pas trop satisfait de son adresse, j'ai réidentifié où elle habitait, parce qu'en fait, elle a un mari médecin. Donc, vous savez, les médecins, c'est pas très dur à trouver. Hein. Oui, le but, normalement, c'est qu'on les trouve. Donc voilà. Et moi, je me suis dit, tiens, les époux, normalement, ils ont le devoir d'habiter ensemble, parce que je suis marié, ça me rappelle le code civil. Et donc, j'ai fait quoi ? J'ai été visiter un peu son coin natal. Alors, c'est sympa ? L'architecture est pas très esthétique, mais j'ai trouvé un fantastique magasin qui s'appelait le Macron Store. Ah oui. Voilà, donc, comme Macron. Donc exactement. Et donc ils l'ont démoli. Enfin, ils ont changé l'enseigne. Donc entre la photo de Google et le magasin en lui-même, maintenant il y a une différence. Et donc vu qu'il avait disparu, j'ai été faire une photo du magasin et puis je me suis géolocalisé. J'ai tagué Madame von der Leyen pour que elle puisse voir que j'avais un intérêt pour son village natal. Hein, donc voilà. En fait, j'ai voulu lui envoyer un huissier de justice qui me répondait pas parce qu'en Allemagne ils sont très transition numérique, ils n'ont que des fax. Donc il n'y a pas d'adresse mail. Hein, donc, et ce sont les Allemands qui nous obligent à aller vers une surveillance numérique via la transition numérique. Et donc, vu que l'huissier ne me répondait pas, je suis allé sur place pour l'obliger à officier. Puis tant que j'étais sur place, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire de drôle ? J'ai fait une gentille dédicace dans mon livre. Et je me suis dit qu'elle le trouverait probablement très agréable. Et donc, je lui ai fait un bel emballage. J'étais à la Deutsche Post et je lui ai envoyé à son domicile. Voilà, comme ça, j'ai un accusé de réception et je peux dire à tout le monde, Ursula von der Leyen a bien reçu mon livre. Et donc, je lui ai demandé d'avoir la gentillesse de bien vouloir le lire et ensuite de bien vouloir démissionner. Voilà, donc, c'est sûr, elle va vous écouter. J'ai été prévenant. Et en plus, elle parle français, donc elle devrait pouvoir le lire. Je ne suis pas certain que ça la mette de bonne humeur, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai fait pour lui être très agréable. Une dernière question, c'est, parce que vous me l'aviez mise en suspense tout à l'heure, quels sont les prochains recours ? Vous disiez, tout n'est pas foutu. Alors, il y a une difficulté pour nous d'expliquer ce qu'on fait aujourd'hui parce que d'abord, on a une multitude de choix. Oui. C'est-à-dire qu'on a des actions stratégiques. On a des actions qui peuvent nous amener, si on avait encore un problème d'état de droit qu'on a connu quand même en série, à être condamné à des sommes importantes, que ce soit vis-à-vis de Pfizer ou de Madame von der Leyen. Donc, c'est-à-dire qu'on n'y renonce pas, on est juste en train de se demander, tiens, est-ce qu'on n'organiserait pas une sécurité par la force du collectif pour pouvoir quand même aller les attaquer avec des procédures risquées. Donc ça, c'est une chose. On a identifié plusieurs juridictions où on pouvait la taper. Donc, elle et Pfizer, hein, donc peu importe par qui on passe. Donc, on est tout à fait libre aujourd'hui de redéposer des plaintes, en plus en sachant qu'il y a des faits nouveaux. Hein, donc, ou en tout cas des éléments qu'on n'avait pas à l'époque. Vous avez eu accès au contrat. Et en plus, j'ai demandé ces contrats, j'ai demandé ces SMS. Et donc, on a toute une série de nouveaux éléments qui nous permettent de la remettre en cause et de motiver autrement l'intérêt à agir pour être bien agréable aux juges. La question, c'est est-ce que les juges d'instruction vont encore accepter, vu la pression qu'il y a eu sur celui de Liège, pour qu'ils cèdent ? Est-ce qu'ils vont accepter de faire leur travail correctement ? Donc, ça, c'est pas. Il y a aussi la question auprès de quel juge vous allez vous Oui, tourner. et de quelle juridiction. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui auquel on est en train de réfléchir. Ce serait quoi ? Parce qu'il y a quoi là ? Juges européens, juges nationaux, mais donc belges. Oui, vous pourriez. Il y a toute une série de juridictions qui sont intervenues. Donc, je vais essayer de pas trop les aider à comprendre, hein, pour pas leur donner d'informations. Mais ce qui est déjà paru dans la presse, c'est qu'en fait, Diane Prota et moi, donc j'expliquais tout à l'heure que on a quand même eu la police, hein, quand on a visité le PPO pour accéder à mon dossier judiciaire. Donc, on a bien violé mon droit de défense, donc mes droits fondamentaux. Hein. Pour vous dire, on était parti de leur bureau avant que la police arrive, ça faisait 2 heures qu'on attendait. On est revenu pour se faire arrêter, et c'est là que la police en fait a constaté que le PPO violait bien nos droits. Et donc, on a fini par déposer une plainte devant un juge d'instruction à charge de Madame Covesi, donc le procureur en chef de l'EPPO. Oui. D'accord. La roumaine. Parce qu'on considère aujourd'hui qu'il y a une coalition de fonctionnaires,
que madame, en fait, pendant 3 ans, dit qu'elle fait une enquête, mais en fait, elle entrave les enquêtes et elle protège Ursula von der Leyen. Elle a menti à plusieurs reprises en audition filmée, d'accord ? Donc, on a comme des éléments matériels assez solides. On s'est même montré que, en fait, le PPO s'est abstenu de poser des actes qui lui incombaient pour protéger madame von der Leyen. Et donc, aujourd'hui, on a bien un juge d'instruction qui est mandaté, ce qui nous recontraint, en fait, au secret de l'instruction dans le cadre de cette procédure-là. On pourra peut-être communiquer des éléments qui sont de notoriété publique ou déjà publique. Donc ça se pose pas un problème et on pourra pas commenter ce qui se passe dans l'instruction. Sauf s'il change d'avocat, je pense celui de madame von der Leyen, parce que lui, il n'a pas de problème avec la violation du secret de l'instruction. Mais nous, pour le moment, on le respecte toujours. La seule chose que je finis par ne pas vouloir respecter, c'est de dire ces contrats, ils sont normalement les contrats qu'on a obtenus dans le cadre de la procédure pénale visant madame von der Leyen. Pour moi, ils devraient être publics. Et quand je l'analyse, ils devraient être publics. Et donc, je ne vois pas de quel droit on priverait les victimes d'effets secondaires de la connaissance de ces documents. Alors, on a des discussions à plusieurs avocats et moi pour le moment en disant on pourrait peut-être être poursuivi pour le fait de leur donner accès, mais il y a un moment donné, il y a une question de la force majeure qui va se poser. C'est de dire, est-ce que pour éviter des poursuites aux conséquences juridiques, il y a comme des peines de prison qui sont prévues, mais qui sont relativement mineures, c'est-à-dire que j'accepterais sans problème d'avoir un bracelet électronique pour venir en aide aux victimes d'effets secondaires. Il faut quand même rappeler qu'il y a des parents qui ont perdu leurs enfants. Je connais des mamans qui ont perdu leur fils, des papas qui ont perdu leur fils. Il y a des papas qui ont perdu leur fille. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des effets secondaires graves, qui vont mourir de leurs effets secondaires. Et donc ça, je considère aujourd'hui que c'est une considération majeure. Et donc c'est clair qu'à terme, on ne va pas garder le secret sur ces contrats. Mais par contre, il y a un vrai travail aujourd'hui, c'est que on a normalement des contre-pouvoirs qui sont des journalistes et des parlementaires, mais qu'ils aillent contrôler l'action de l'exécutif et obliger l'exécutif à rendre ses documents publics. C'est anormal que moi, en fait, je suis obligé, donc, parce que je suis professionnel et que j'ai des connaissances techniques, de faire des actions judiciaires pour obliger l'exécutif à respecter la loi. D'accord ? Et encore, c'est un moyen détourné. Il ne me l'a pas donné. Les contre-pouvoirs à faire leur travail. Et pendant ce temps-là, les contre-pouvoirs ne font pas leur travail. Donc là, très clairement, c'est simple. C'est un peu un ultimatum lancé à la presse et aux parlementaires. Maintenant, obligez-les. Moi, je témoigne comme vous voulez en public ou en audition que ces documents sont abusivement censurés et ils démontrent qu'on a agi de manière contraire à l'intérêt public, contre la santé publique. Et donc voilà, si quelqu'un a besoin d'appui à ce niveau-là, je veux bien en attester par écrit. Mais donc il est temps maintenant que les journalistes et les parlementaires aillent obliger le politique et les fonctionnaires à respecter le droit à la transparence des gens et rendre publics ces documents. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Baldan, c'était très clair et surtout merci pour votre courage et votre combat et d'ailleurs merci également à votre avocate maître Diane Prota. Je rappelle votre livre Ursula Gates, la compromission par les lobbies aux éditions Droits et Libertés. Merci encore et puis donc affaire à suivre. Pour voir, prochaine attaque juridique, plainte juridique à suivre. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.